Et nous recevons notre invité et puis notre consultant art, musique et culture. Bonjour, monsieur Guissé. Bonjour Boubacar. Mais vous êtes trop bien habillé. Vous êtes dans un style traditionnel particulier là. Comme on dit, hein, Yolaïroy quoi. Ah non, ça c'est pas. Hein. Alors notre invitée est particulière, réalisatrice, véritable grande célébrité dans les médias. Dans les médias. Elle s'appelle Djihan El Tahri, d'origine donc égyptienne. Elle vit à Paris et aussi au Sénégal maintenant. Et une personne, je me dis que un peu particulière parce qu'elle lie profession et aussi idéologie. Et elle a fait beaucoup de films qui ont eu beaucoup de prix. Et moi, personnellement, on a eu à travailler depuis 2003. Aujourd'hui, elle est au Sénégal. Djihan, pourquoi le Sénégal? C'est magnifique. Le Sénégal, c'est un endroit qui, pour moi, relie beaucoup. C'est vraiment le pont entre l'Est, l'Ouest, le Nord, le Sud. C'est un croisement de chemins qui est très important pour le continent parce que c'est, pour moi encore, c'est un des pays qui a toujours eu une stabilité et une possibilité de vraiment donner une vision pour où est-ce qu'on va en tant que continent. Bon, comme tous les pays, il y a des hauts et des bas, mais bon, pour moi, le Sénégal, c'est beau, c'est magnifique, son histoire est très intéressante aussi. Alors, dites-nous un peu, Djihan, vous êtes aussi réalisatrice. Qu'est-ce qui vous inspire dans les documentaires que vous faites? Comment est-ce que vous faites le choix des sujets sur lesquels vous travaillez? En fait, pour moi, le documentaire, c'est essentiel. Parce qu'on est dans une conjoncture où on doit se raconter nous-mêmes, on doit se comprendre, on doit savoir de notre propre perspective qui on est, où est-ce qu'on va. On a tellement l'habitude d'avoir l'autre qui nous raconte qui on est. Et aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut. On a une jeunesse absolument magnifique. On a les histoires, on a tout ce qu'il faut. Donc, qu'est-ce qui m'inspire dans les histoires? Mais moi, c'est assez particulier parce que j'ai quand même passé des sujets assez société, assez observationnels, un choix personnel de raconter l'histoire politique du continent. Donc j'ai fait 3 films au Congo, j'ai fait des films en Afrique du Sud, j'ai fait des films en Zambie. Enfin, le continent pour moi est... Il y a le clé principal de tout mon travail, si vous voulez, c'est que j'ai besoin de comprendre comment, après les indépendances, toute cette vision, toutes ces idées, toute cette unité entre les fondateurs, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on en est encore là? Voilà, donc mes documentaires tournent autour de ce même sujet. Politique. Voilà, histoire politique. Histoire politique. Histoire politique. Alors, dites-nous, l'histoire politique, oui, dans le continent, mais aujourd'hui, si vous observez l'actualité, le Capitole, envahi par les pro-Trump, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça vous inspire un document des 4 années de Trump? J'ai beaucoup rigolé hier soir. L'arroseur arrosé. Parce que j'ai envoyé un ami à Washington pour avoir des infos en direct et j'ai eu 2 réponses que pour moi étaient absolument magnifiques. Le premier, c'était la marine nigériane va envoyer des troupes pour l'aider. D'abord, et deuxièmement, s'il avait vraiment envie de faire un coup d'État, il n'a qu'à poser des questions. On sait comment faire. Non, c'est vraiment, pour moi, c'est un moment charnière pour 2 raisons. D'abord, c'est un vrai tournant pour l'Amérique et donc pour le monde. L'Amérique, après ce qui s'est passé hier, on ne peut pas la prendre légèrement. Non, mais aussi au sérieux non plus. Oui. L'Amérique perd sa crédibilité? Totalement. Il y a une vraie division dans la partie républicaine, comme on voit maintenant. Chacun est en train de se racheter sa crédibilité après hier soir.
les républicains qui continuent avec Trump ne seront jamais présidentiables pour la partie républicaine. Donc hier soir, on a vu les retournements de veste, les gens qui ont compris, oh là là, si je continue à soutenir Trump, c'est fini pour moi c'est la fini politique pour aux moi, États-Unis. voilà. Dans le camp républicain. Et voilà. Et donc, et en même temps, c'est assez triste, quoi. Voilà. Hier soir, c'était un vrai spectacle surréaliste. J'ai pas d'autres mots à dire. Est-ce que j'ai besoin ou en même envie de faire quelque chose là-dessus? Non. Non. Parce que ça reste leur cirque. C'est leur cirque interne et tout ce que l'Amérique fait au niveau planétaire, personne ne pose encore la question. Moi, j'avais une seule question. On a vu comment la police et le FBI, ils sont restés tellement gentils. Si c'était Black Lives Matter qui approchaient même, qui montaient même pas l'escalier, on aurait vu des morts, hein. Ouais. Cette espèce de double poids, double mesure. C'est la division de l'Amérique. On voit aujourd'hui deux Amériques. Mais personne, moi j'ai regardé les news sur NBC, CNN, j'étais en train c'est vraiment un moment critique, mais personne n'a posé la question pourquoi les services secrets américains sont réputés tout savoir dans le monde. Et ils savaient ce qui allait se passer et ils sont restés inertes. Mais on parle de la brutalité de la police depuis des mois et des mois. Mais la police, ils étaient gentils, on voyait même les images où ils restaient de côté pendant les gens entraient dans le hall. C'est quand même, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans cette affaire. Et cette absence de réaction policière, et une fois la police arrivée, comment ils ont traité les manifestants, je pense qu'il y aura beaucoup d'encre qui va couler sur ces questions-là. Ouais. Mais moi, ma question est qu'aujourd'hui, on parle de l'Amérique. Il y a quelque temps, Jehan a fait un film sur Fidel Castro pour montrer la vraie face de Fidel Castro, l'homme en question qui a été diabolisé par l'Occident, surtout par les États-Unis. Et aujourd'hui, on parle de la cacophonie aux États-Unis. Qu'est-ce qui vous anime quand vous écrivez? Vous aimez les écritures à risque, les thèmes à risque? Parce que Fidel Castro, c'est un risque, c'est quoi? Ça démarre jamais à risque, mais ça termine toujours à risque. C'était, en fait, pour moi, c'est ce film qui s'appelle Cuba, une Odyssée africaine, a en fait démarré, sans Cuba, a démarré avec une vraie envie de faire un film sur les révolutions africaines, sur le moment de l'indépendance. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces révolutions, quels étaient les accords entre eux? Enfin, voilà. Et puis, plus que l'histoire avançait, ce qui est pour moi important, c'est comment on raconte une histoire. C'est-à-dire, si je fais un film sur les révolutions africaines et chacune est différente, ça devient que des chapitres. Donc, j'avais besoin de quelque chose qui relie, la couture qui allait, voilà. Et donc j'ai trouvé l'angle de soutien cubain aux révolutions africaines et j'ai trouvé ça important parce que pour moi c'était un peu cette compréhension et cette solidarité sud-sud, chose qu'on a besoin de réanimer parce que nous les relations sud-sud peuvent changer notre vie. Hein. On n'a pas toujours besoin d'aller au nord. On peut, justement, je suis actuellement directrice générale d'une institution qui soutient le documentaire dans le monde arabe et africain. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est de trouver des partenariats sud-sud. Je suis d'ailleurs en ce moment au Sénégal pour proposer un programme à base d'archives. Et on a tellement de choses à raconter entre nous. Il y a tellement de gens qui sont partout, qui peuvent raconter, qui peuvent faire avancer l'histoire.
de notre perspective, c'est tout. Ah ouais, mais c'est ça, c'est ça. Lui, il est un peu sur l'Afrique, moi je suis sur l'international. Ah, ok. D'accord. Alors, nous avons vu un peu les réactions partout, justement à travers le monde, rigoler, d'aucuns rigolaient, d'autres rigolaient de cet États-Unis qui semblait être le grand frère ou celui qui impose la démocratie à travers le monde, qui dit il faut être démocrate, il faut être par-ci, il faut être par-là. Le grand gendarme du monde, ceux qui ont joué aux gendarmes partout à travers le monde, justement, tombés, mais vraiment si bas. On a vu les réactions en Angleterre, on a vu les réactions en France, la réaction de Macron, partout. Comment est-ce que les politiques travaillent durant ces moments-là? Est-ce qu'ils donnent des advice, des conseils à Biden et tout ça? Comment est-ce que les grands du monde travaillent pendant ces moments-là? Ah ben, j'ai jamais été à l'intérieur, mais j'ai beaucoup travaillé à comprendre comment ça se passe à des moments de crise, en fait. Ça dépend vraiment des pays, mais je pense, dans des moments comme ça, il y a une première réaction qui était la première réaction de Biden, en disant on se calme, il faut la décence. Et sa réaction n'était pas assez puissante, en fait. Je pense que chaque pays réagit en premier coup au niveau de comment je vais préserver mes propres intérêts et quel sera le rapport que j'aurai avec celui qui va être au pouvoir au prochain. Et je pense que c'était clair et net au moment où Trump a envoyé son tweet sans catégoriquement dénoncer ce qui vient de se passer, que ça allait prendre du temps, mais il est terminé. Donc les réactions de Boris Johnson, de tout le monde, c'était bon, on ne va pas miser sur ce cheval-là, il faut qu'on prenne un autre... Et ce qui était un peu décevant, c'était comment Biden n'était pas catégorique, il était conciliateur, qui est bien, mais en même temps, il fallait qu'il vienne après, qu'il montre quel est le chemin qui va mener pour les États-Unis d'après. Là, pour moi, hein, il a montré que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à trancher. C'est-à-dire, il y avait déjà des questions et des gens qui posaient la question, est-ce que l'armée va intervenir? La question ne s'est même pas posée, c'est resté avec la police métropolitaine. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'ils considéraient ce qui se passait comme un épisode au niveau d'un État et pas une situation de crise de la démocratie. C'est quand même... Mais les lendemains aux États-Unis, les lendemains après, mais comment est-ce que vous imaginez la passation de service entre Trump et Biden? Est-ce qu'ils vont se donner la main? Est-ce qu'ils vont être ensemble? Est-ce qu'ils vont marcher ensemble? Comme on a vu Michelle Obama non, ce n'est plus... ce n'est plus possible. La vraie question, c'est que jusqu'à quel point ces supporters, vraiment le hardcore, c'est quand même, ils sont entrés au Capitole avec le drapeau de Confederate, qui a été quand même interdit. Donc, est-ce que c'est le début d'un vrai mouvement, presque comme ce qui se passe en Allemagne, néo-nazi, en Amérique? Je ne sais pas, moi je pense qu'on ne peut pas parler de lendemain parce qu'on est encore dans l'événement. Je pense que l'événement n'est pas clairement terminé. Ils ont vidé le Capitol Hill, mais qu'est-ce qui se passe avec ces gens? Mais les Proud Boys ont véritablement une certaine organisation, une force des Mais armes. On dirait le Ku Klux Klan. Mais c'est incroyable quand même. C'est de laisser ça, qu'ils descendent, que la police gentiment les pousse, il n'y a pas une arrestation. C'est quand même... c'est quoi ça? Pour moi, c'est...
incompréhensible. Vraiment. Soit il y a des accords internes, soit il y a quelque chose de l'intérieur, soit il y a eu vraiment, je pense qu'il n'y a pas eu... Comment on peut organiser quelque chose comme ça qui venait, c'était quand même une manif, qui arrive à entrer et qui arrive à sortir de cette manière, ça a besoin de planification, ça a besoin des gens à l'intérieur. C'est quand même, moi je pense, pour moi c'est, j'achète pas, voilà, j'achète pas ce narrative. Là, on va sortir des cadres politiques, hein. Oui. D'accord. On va sortir. C'est l'homme de presse Merci. qui parle. Lui, c'est l'homme de la presse qui parle. Moi, ma question, pour revenir un peu à l'art, pour revenir au cinéma. Quand on parle de cinéma africain, aujourd'hui, il y a certains cinéastes qui se lancent dans les films de fiction, etc. Parce que c'est du cinéma, comme aux États-Unis, comme autres, vous vous lancez dans le documentaire. Quel chemin pensez-vous être la meilleure pour le développement du cinéma africain entre les films qu'on produit? Vous savez, moi, Ouais. un des choses qui me tient à cœur, justement, que je ne suis pas que cinéma, ni que... je pense qu'on est dans une phase où l'expression peut avoir une multiple discours. C'est pour ça que je suis artiste visuel, photographe, documentariste et écrivaine. Parce que tout ça est complémentaire. On a besoin de trouver de façon de transmettre ce qu'on a. Et la rigidité de forme qu'on nous impose aujourd'hui, pour moi, c'est des formes occidentales. Pourquoi? Parce que le seul moyen d'avoir ou de vendre un documentaire ou un film, c'est de passer par les organismes en Occident. C'est le cas. Mais pour revenir à la question, je pense que le documentaire aujourd'hui, il n'y a pas plus simple, en fait. On a chacun un téléphone. C'est faire un documentaire n'est pas le problème. Faire un film n'est pas le problème, que ça soit documentaire. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on est en train de raconter. Aujourd'hui, même un singe, j'étais à Popenguine il y a quelques jours, il y a des singes partout. Je leur file un téléphone, il appuie sur le bouton, il y a les images. Mais qu'est-ce qu'on raconte? Comment on va le raconter? C'est ça où artistiquement et au niveau de narration, de récit, on a besoin de trouver notre propre langage. Vous êtes quand même ici au Sénégal, dans toute la région, c'est quand même, vous êtes le pays mandingue, avec un récit et une histoire qui a traversé des centuries. Et on peut continuer à raconter l'histoire de notre manière. Sa propre beauté, sa propre tonalité, sa propre musicalité d'image et de contenu. Et si on parle de moyens, tout à l'heure, vous avez parlé qu'on dépend de l'Europe, par exemple. Oui, beaucoup trop. Que pensez-vous de la FOPICA? Écoutez, moi, justement, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai commencé en disant que le Sénégal, c'est vraiment un des pays sur le continent qui prend toujours un pas d'avance. Il y a très peu de pays sur le continent où l'État a compris que notre récit, qui en est, passe par notre image, par notre récit et ce qu'on est en train de regarder. C'est ça notre jeunesse. Hein? Et le Sénégal l'a compris. Le Sénégal l'a compris quelque part. Il faudra donner à César ce qui est à César. Que Alain Gomis, 2 fois de suite, gagne les Talons d'Or et puis ses films arrivent jusqu'aux Oscars, qui était une fierté. Moi, je suis membre de l'Académie, je suis parmi ceux qui votent pour les Oscars. C'était une fierté. Pour une fois, je peux voter pour un Africain, c'est quand même incroyable. Et c'est grâce à ça que l'État a dit « Ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour
accompagner, chose qui n'arrivait pas depuis très longtemps. Si vous vous rappelez, en 66, il y avait quand même le Fesman ici. Oui. Ouais. En 69, en Algérie, il y avait le PANAF. 70 et 77, il y avait le Fesman, le Festac, pardon, au Nigeria. C'est-à-dire, il y a eu une époque où les dirigeants ont compris que la culture est la base de ce qu'on constitue pour notre avenir. J'ai une question particulière. Pourquoi On ne revient plus à Trump. Non, hein? on ne revient plus à Voilà. pourquoi le monde entier, ouais. pourquoi le monde entier se souvient de ce festival mondial des arts nègres? Parce que c'était un moment catégorique, c'était un moment incroyable où continentalement, on est venus les uns avec les autres d'être complémentaires, de chanter et de transmettre ensemble. C'était un moment de transition, c'était un moment très important. Enfin, c'est 66. C'était un moment de bonheur à un moment qui commençait à devenir très compliqué. Parce que les indépendances des années 60, par l'année 66, c'était le moment des coups d'État. Nkrumah est parti en 66, il y a quand même eu beaucoup d'événements qui commençaient à tourner mal. Donc, pour moi, hein, le Fesman est un moment où l'Afrique se dit que culturellement, on peut marcher ensemble, on a un avenir ensemble. Merci. Mais, super, en tout cas. Mais on en apprend. Ouais. Il n'y a que l'expérience qui compte. Il n'y a que le vécu qui compte. Nous sommes très honorés, nous avons été très honorés Merci, de vous moi je recevoir suis sur ce honorée plateau. d'être ici parmi C'est un vous. honneur. Ravi. C'est la première dame à s'asseoir ici. C'est notre première dame. Ah bon? Depuis 6 mois, on Depuis reçoit 6 des mois, gens. oui. Vous êtes la première dame. Ouais. Alors, vous êtes... La faute est non, à vous alors. Non. Parce Vous êtes notre- parce non, vous êtes notre qu'au première dame. Sénégal, vous avez des très 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 grandes dames. Effectivement. Ah, On a cherché, d'art, j'ai cherché de un peu partout. culture, Effectivement. Mais en tout cas, chapeau. Merci. Fier. Merci beaucoup pour l'ensemble de ces enseignements. Nous en avons beaucoup appris ce matin. Et puis, il n'y a que ça qui compte. Oui. Et puis, se donner la main, mais partager nos expériences, partager aussi beaucoup de bonnes choses sur les arts, la culture, les films, les documentaires et notre consultant. Merci. Monsieur Guissé, soyez-en remerciés. Rendez-vous à Podor ou à Matam chez moi. Inch'Allah. Ou à Orosogui. Voilà. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, très chers téléspectateurs, ça a été un plaisir pour nous de vous servir dans Tok Tok Sénégal, votre matinale d'information. Nous étions ensemble depuis 6h30 du matin. Je vous donne rendez-vous demain. D'ici là, rendez-vous sur iRadio 90.3 Dakar. Ciao et à demain.